Salut, c'est Jean-Baptiste et bienvenue sur la chaîne Entreprendre sa vie. Sur cette chaîne, j'enquête. J'enquête sur l'architecture invisible de nos vies, ce qui nous façonne sans qu'on le voie, les traumas, les schémas, les empreintes, tout ce qui explique pourquoi on est comme on est. Et aujourd'hui, une rencontre, Aurélie Poussier. On s'est croisés dans une formation en santé humaniste où j'étais le cobaye. Et quand j'ai compris ce qu'elle faisait, j'ai su qu'il fallait qu'on enregistre quelque chose. Aurélie accompagne les femmes porteuses d'une cicatrice d'accouchement, et plus particulièrement les cicatrices de césarienne. Pas juste la cicatrice physique, tout ce qu'elle embarque avec elle. La douleur, la déconnexion du corps, la solitude avec ce vécu, les questionnements inconscients. Elle le sait de l'intérieur, car en 2018, elle a vécu une césarienne traumatique. 2 ans à s'en relever, et c'est ce chemin qui l'a conduite jusqu'à son don. On enregistre dans le cadre du mois de la sensibilisation à la césarienne. Et je te préviens, cet échange, on l'a tourné à l'improviste. Pas de script, pas de préparation, juste 2 personnes qui parlent vrai. Et parfois, ce sont ces moments-là les plus riches. Alors je te laisse avec Aurélie et moi-même, et à tout de suite. Et bienvenue à toi Aurélie sur la chaîne. Du coup aujourd'hui nous allons échanger de façon assez naturelle sur ce que tu fais, qui tu es déjà pour commencer, et voir où ça nous amène en termes d'échanges et de réflexion sur certaines thématiques qui sont liées à la naissance, si j'ai bien compris ce que tu fais, et donc tu vas nous en reparler de façon plus en détail tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je suis Aurélie Poussier et j'ai 2 métiers, on va dire, actuellement. Je prends soin des femmes qui ont vécu une césarienne et pour qui ça a été un traumatisme. Donc en fait, je les aide à se réconcilier avec leur cicatrice d'accouchement. Et par ailleurs, je suis aussi jardinière d'enfants. Donc Ok, là, je prends soin plutôt de petits-enfants. excellent. Ça fait 2 beaux projets du coup, Ouais, ouais, qui sont c'est liés au très... domaine de Ça va l'enfance et bien de la ensemble, femme. ouais. Ok, merci beaucoup pour cette petite présentation. Du coup, nous, on s'est rencontrés à travers un stage, du coup, où j'ai participé comme cobaye. Je sais pas, enfin, le mot est un peu violent, mais disons, voilà, comme cobaye ou comme patient de test, je sais pas comment on appelle ça. Non, on peut dire ça, patient test, pourquoi pas. Voilà, et du coup, ce qui était intéressant, en fait, et ce qui nous amène aujourd'hui à échanger sur le sujet, c'est que il en est ressorti, enfin, un des sujets sur lesquels on est parti travailler, c'était notamment la naissance, en termes sans rentrer trop dans les détails, mais un des tests que vous avez pu faire vous a amené à aller travailler sur ce sujet-là. Et en plus, c'est tombé sur toi. C'est pour les petits signes de l'univers. Et tu as été amené à faire le test et ça t'a ramené du coup sur la période de ma naissance. Et du coup, c'était très en lien avec ce que toi tu faisais. Donc on a pu échanger ensuite autour du sujet, ce qui nous amène à développer peut-être un peu plus, à prendre le temps d'échanger maintenant au cours de dans cet espace, tout simplement, sur le sujet, du coup, et tout sujet aussi qu'on souhaite aborder, parce que c'est un format qui est très libre et très... j'ai pas préparé de structure d'interview. Hein. C'est un peu, voilà, présentation mutuelle et échange autour de ce sujet-là et de ce que tu fais également. Ouais. Oui, en fait, actuellement, je me forme en santé humaniste. Donc, c'est une méthode qui permet d'aller voir l'origine des maux, en fait, l'origine des troubles physiques ou psychiques, par le biais du pouls, en fait, de l'utilisation du pouls qui va nous donner des informations sur la mémoire du corps. En fait, le corps enregistre tous les traumatismes, mais aussi toutes les belles choses qu'on peut vivre. Et nous, en général, ça va plutôt vers des événements traumatisants de petit ou grand format. Et parmi ces événements traumatisants, il y a la naissance. En fait, pour beaucoup d'enfants, il peut y avoir des moments clés qui vont être mal vécus, qui peuvent être mal vécus par certains enfants, mais pas par d'autres. Et là, en l'occurrence, par certains nourrissons. Et, et voilà, moi, ça me ramène, en tout cas à ce moment-là, ça m'a vraiment ramené à mon travail de base. Alors normalement, je m'adresse plutôt aux mamans, aux femmes qui ont donné la vie, mais dans le cadre de cette formation, on va aussi regarder les choses par le prisme de l'enfant, de celui qui a reçu la vie et comment il a pu vivre certaines étapes de cette naissance. D'accord, très bien. Du coup, c'est l'occasion de parler du coup, un peu de mon point de vue aussi en tant qu'enfant, par rapport à mon vécu, etc. Donc, pour information, un des sujets, c'était la césarienne.
Et j'ai cru avoir compris, enfin, j'ai cru comprendre que tu parlais des cicatrices de naissance. Alors peut-être que tu parlais des cicatrices aussi énergétiques. Et donc là, peut-être tu vas nous en parler un peu plus avec ta façon de l'exprimer. Mais oui, c'est vrai que comme je suis né du coup en césarienne, et d'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on me fait qu'on me montre que j'ai comme une sorte de coupure énergétique, disons, entre mes deux parties du corps. Et c'est la deuxième fois que ça ressort, ce sujet-là. C'est pour ça que ça m'a beaucoup interrogé et interloqué. Et ça m'a amené encore à creuser encore le sujet. Et en tout cas, comme une piste potentielle à explorer. C'est ce que je vois. J'adore explorer les différentes pistes qui nous ramènent de façon holistique. Et, et du coup, voilà, peut-être qu'il y aurait un lien entre la façon dont l'enfant naît et et un développement ensuite, etc., ou un rapport avec la mère, un rapport aussi avec les femmes indirectement, parce que tout est lié du coup, et, euh, et c'est ce que cela nous invite à explorer un petit peu déjà aujourd'hui, alors de façon, voilà. Je sais pas ce que ça t'inspire comme Oui. sujet. Ouais, ouais, ça vraiment je peux t'en parler. Alors, ben, une césarienne et une naissance de toute façon, elle a un impact sur la maman et l'enfant, en particulier quand elle est vécue de façon traumatisante. Et la plupart des césariennes sont vécues de façon traumatisante, qu'elles soient programmées, même si là le taux de traumatisme est un peu moins élevé, ou qu'elles soient vécues d'urgence, c'est-à-dire dans un contexte où la survie de l'enfant ou de la mère ou leur santé en tout cas est remis en cause et on doit agir, ou bien en tout cas c'est le protocole qui veut ça. Et du coup, bah, ce traumatisme, il a un impact après sur la relation entre la mère et l'enfant, mais aussi sur la relation de la mère avec la vie et sur la relation de l'enfant avec la vie. Euh, et si on parle de ces relations, bah, une maman qui a pu vivre une césarienne et qui l'a mal vécue, euh, et qui l'a vécu dans un contexte où le pronostic de vie, par exemple, de son enfant pouvait être mis en cause, elle va comme ça mémoriser une espèce de peur pour la vie de son enfant et elle va pouvoir avoir ce réflexe en permanence être sur le qui-vive et dans la protection de son enfant. Donc souvent les mamans césarisées, elles protègent beaucoup leur enfant et elles ont aussi beaucoup de mal à se séparer de leur enfant puisque le premier moment de Hmm. la séparation, hein, ça a été un moment traumatisant et où il y avait même un risque éventuellement de mort pour l'enfant. Hmm. Donc il faut s'imaginer qu'après, en fait, dans le quotidien, sans qu'on s'en rende compte, on peut avoir comme ça un réflexe pardon, très protecteur vis-à-vis de son enfant et beaucoup de mal à le laisser faire des choses, faire ses expériences aussi, aller chez d'autres personnes, aller voir d'autres personnes. Et ce ressenti, il n'est pas vécu que pour la maman, que par la maman, il est vécu aussi par l'enfant, intérieurement et aussi par imitation en fait des sentiments du vécu de la maman. Et l'enfant lui aussi, sa première séparation de sa maman, ça a été un moment compliqué, ça a été un moment où il a vécu la peur de sa maman in utero et pendant le passage, et même après. Et donc lui-même va avoir du mal à se séparer de la maman, va avoir du mal à aller faire ses propres expériences, à se détacher d'elle, et va potentiellement sentir que l'extérieur est une forme de danger. Hmm. Donc c'est Intéressant. pas anodin du tout. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une symbolique aussi, pas forcément symbolique, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi potentiel entre l'enfant qui naît par voie césarienne, du coup, et au lieu ouais, par voie haute, c'est ça, merci, au lieu de naître par voie basse, en termes d'énergétique, quand l'enfant traverse ce seuil, en fait, et sort du ventre de sa mère par le bas, il y a vraiment cet aspect énergétiquement de naissance. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la césarienne coupe un peu aussi de ce passage de transformationnel entre de l'étape de je fais un avec ma mère et je deviens un être à part entière en passant par à travers la voix basse et en même temps la mère aussi. Est-ce que je suis vraiment... Alors attention, le mot que je vais employer il sera peut-être remis en question, mais c'est juste un mot et je l'exprime mal. Mais est-ce que la femme peut se sentir vraiment mère en tant que mère si elle a pas, enfin, si elle a accouché sans accoucher par voie basse, tu vois ce que je veux dire? C'est si Oui. l'enfant a été extrait du ventre de façon, ben, c'est quand même assez violent globalement en termes de ressenti par les cellules et par les différents corps, et que inconscient ça produirait pas des schémas qui sont peut-être
pas réglés qui amènent ensuite d'autres comportements, tu vois. C'était Ouais. vraiment ce sujet-là qui m'a beaucoup interloqué, qui m'a amené du coup à vouloir échanger avec toi sur ce sujet-là pour le creuser un peu plus, pour comprendre un peu les schémas et les liens conscients et inconscients qui pourraient y avoir potentiellement. Attention, on est en exploration, on n'est pas dit que voilà, c'était la vérité incarnée surtout. C'est vraiment une réflexion pour s'amener à, voilà, à s'introspecter sur soi-même. Et moi, en tout cas, j'adore ça. Donc, du coup, voilà, c'est la question je t'amène, du coup. Ouais. Alors c'est peut-être pas valable pour toutes, mais c'est quand même un schéma assez intéressant à explorer en effet, et merci d'aller vers ça. En effet, une maman qui a accouché par césarienne, elle va pas forcément se sentir mère, elle va pas forcément pouvoir s'approprier le mot de accoucher. D'ailleurs, moi, ça a été le cas, j'ai accouché par césarienne, hein, ce qui fait que je me suis intéressée à cette thématique et que je m'y suis formée. Et cette maman, en fait, elle n'a pas vécu ce passage, son corps n'a pas vécu le passage. Et donc, son cerveau reptilien, lui, à partir du moment où il n'y a pas eu un passage par la voie basse, donc par la voie vaginale, il n'a pas enregistré l'accouchement. Donc, il n'a pas transmis l'information au reste du corps. Ce qui fait Mm. que, par exemple, moi, ce qui s'est passé pour moi au niveau purement physique, c'est que quand je suis allée voir mon ostéo après l'accouchement, je pense même 2 mois après, elle m'a dit: «Oh, bah, c'est rigolo ça, vous avez encore la posture de la femme enceinte.» Parce que Mm. mon corps, il n'avait pas enregistré le passage, donc il s'est pas remis dans une posture où on est moins courbé vers l'avant. Il a gardé sa position d'avant. Il est resté bloqué à l'avant, accouchement, comme s'il n'avait pas eu lieu. Et ça, évidemment, ça crée un impact en termes de confiance en soi, en termes physiques, donc de rémission physique quelque part. Et puis, ça aussi peut créer un impact pour l'enfant. Qui lui non plus n'a pas vécu ce passage. Alors il faut savoir que le passage pardon, de l'enfant par voie basse, il va finir stimuler énormément de points du corps et il va venir aussi désactiver certains réflexes archaïques ou activer, désactiver, j'ai pas le terme exact là, je suis pas spécialiste des réflexes archaïques, mais ce qui va faire que en fait l'enfant, il y a tout un tas de choses qu'il acquiert au moment du passage physiquement, euh, qu'il ne va pas acquérir à ce moment-là. Et donc, il y a tout un tas de choses qui, notamment aussi, ne serait-ce que ces limites corporelles, sont beaucoup moins bien acquises par l'enfant parce que tout ce frottement, ce travail qui peut durer des heures, alors pour une femme en particulier qui accouche par césarienne programmée, il n'y a rien eu de tout ça. L'enfant qui ne vit pas totalement ce passage, il va manquer tout ça. Il va manquer aussi, si on parle purement physiquement, et puis je reviens en termes énergétiques, aussi une partie pardon, euh, j'ai le mot qui ne me vient pas. Enfin, sa flore intestinale ne va moins Ah. être impactée par les bactéries de la maman parce que quand il y a ce passage par voie vaginale, l'enfant il ingère des bactéries qui Mm. vont venir ensemencer son microbiote. Et D'accord. là, ça, il va le manquer. Donc, Mm. ça veut dire qu'au niveau intestinal, il peut y avoir aussi une plus grande fragilité de l'enfant. Sans compter que certains, après, vont pas être allaités parce que la montée de lait se fait moins vite. Et donc là, encore une fois, le lait maternel, il vient ensemencer la flore intestinale, il vient contribuer à ça. Donc, s'il n'y a pas ça, c'est pareil. Ça fait que le microbiote, il est moins important. Mais si on reparle du terme énergétique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu connu et qui peut, qui peut ne pas parler à certaines personnes, euh, en fait, la maman, n'ayant pas vécu tout ce processus d'accouchement, c'est un peu comme si elle avait commencé un sprint et puis qu'elle s'était prise un mur. Il y a comme une énergie qui a été accumulée pendant toute la grossesse pour vivre l'accouchement, qui a été stoppée net par ce coup de scalpel en fait. Et cette énergie, elle n'est pas vraiment sortie, elle n'a pas vraiment été quelque part matérialisée. L'enfant, il est sorti d'un coup et la maman, elle garde un peu cette énergie à l'intérieur, qui va en quelque sorte pouvoir un peu grouiller, rester là et produire beaucoup de colère par rapport à ce processus qui n'a pas été vécu complètement, de la frustration, etc. Et puis qui va quelque part macérer sous forme de culpabilité, de mal-être, que vivent quand même pas mal de mamans avec des dépressions du postpartum après une césarienne. Hein. Il y en a beaucoup plus après une césarienne qu'après un accouchement par voie basse. D'accord. Donc c'est quand même intéressant. Et cette énergie, en tout cas c'est la théorie de mon formateur Adam Kanner, c'est aussi une partie de l'énergie de l'enfant que lui,
n'a pas pu emmener avec lui, qui l'emmène avec le processus de naissance par voie basse et qu'il ne peut pas emmener par cette violence en fait dans cette sortie violente parce que c'est quand même violent pour un bébé de partir de son cocon, de ce ventre maternel même s'il y avait un processus de naissance qui était en cours et puis de se retrouver au milieu de personnes masquées de bleu avec des spots dans les yeux dans un environnement extrêmement froid hein, parce que quand Bruyant aussi. et oui, et bruyant. On accouche en salle d'opération. C'est pas la même température que la température ambiante dans une salle d'accouchement classique. Donc l'enfant, lui, il vit vraiment ce choc en fait à la sortie qui est déjà un traumatisme en soi, le froid, les lumières, pas le visage et la voix qu'il connaissait et qu'il attend, hein, puisque La la coupure maman est aussi. derrière le champ, voilà, tout un tas de choses. Et puis il y a potentiellement une partie de son énergie qui n'est pas qui n'a pas pu être libéré par l'accouchement. Et donc, c'est un peu comme si il n'était pas complètement entier. Il lui manque quelque chose qui est à lui. Et ça peut expliquer d'un point de vue énergétique cette difficulté aussi à se séparer, puisque la séparation énergétique ne s'est pas faite par l'accouchement. Elle Mm. a peut-être aussi plus de mal à se faire au niveau physique quand il s'agit de prendre des distances, même des années après, hein, et d'aller chacun à un endroit différent, d'aller faire des expériences différentes. Super intéressant, je trouve ça passionnant. Et du coup, quels sont les... Ça m'amène en fait à faire le lien avec l'actuel et l'enfance aussi. Quels sont un peu les symptômes justement, tu as déjà commencé à en parler, les symptômes, de quelle façon ça peut transparaître à travers les comportements et les schémas qu'on a, qu'un adulte pourrait avoir, ou même à travers l'enfance. Est-ce que tu as réussi déjà à identifier des choses qui reviennent assez souvent, des comportements, même toi de ton côté sur toi-même, parce que souvent on est le mieux placé pour parler de nous-mêmes parce qu'on a vécu la chose. Voilà, de voir un petit peu ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir un petit peu s'il y a des choses et des comportements qui reviennent. Et ensuite, pour ne pas oublier la question, c'est voir un petit peu comment tu vois les choses au niveau de venir réparer ça au niveau énergétique, tu vois, quels sont les exercices que tu proposes, etc. Mais dans un premier temps, voilà, comment tu as pu, quels sont les comportements et les schémas que tu peux identifier euh, liés à ces naissances qui sont différentes, c'est pas voilà, un jugement de valeur, elles sont différentes, elles sont par césarienne parce que techniquement parlant, c'est comme ça. Mais voilà, voir un petit peu les liens, les impacts, etc. à l'âge adulte autant que durant l'enfance et l'adolescence. Alors, si je parle de l'enfant, il y a vraiment ce dont je parlais, je ne vais pas avoir tous les critères en tête, mais on peut repérer par exemple des enfants qui ont plus de mal à se séparer de la maman, hein, en particulier de la maman, qui peuvent avoir vraiment peur, voire une peur panique de l'inconnu, de ce qu'ils ne connaissent pas, davantage que des enfants nés par voie basse ou dans un contexte, on va dire, soft. Euh, il y a aussi ce phénomène qui est hyper intéressant et important, c'est le problème de la transition. Et ça, c'est valable pour les enfants qui ont vécu aussi un accouchement par voie basse, mais qui a été traumatisant, qui s'est mal passé, hein, qui a été douloureux, euh, très compliqué. Un enfant qui va être né par voie haute va potentiellement avoir beaucoup plus de mal à se mettre en route déjà pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, on peut le voir aussi à l'âge adulte, hein. Passer à quelque chose de nouveau, ça peut créer une peur importante parce que ça peut être dangereux, en fait, comme une peur Mm. du danger qui peut l'attendre dans un passage vers autre chose. Et toute transition, si petite soit-elle, peut être comme un mini traumatisme intérieur pour l'enfant et donc il peut avoir du mal à aller de une activité à une autre. Aller à l'école peut devenir beaucoup plus compliqué, hein. Aller à la crèche en fait, aller chez une nounou, passer dans les mains d'autrui en fait, et puis dans un autre milieu, c'est vraiment cette idée de ok, on passe d'un endroit cocon et a priori sécure vers un endroit inconnu et on a à chaque fois ce réveil de ce traumatisme qu'on a vécu de ouf. Aller vers l'inconnu, la première fois que j'ai fait ça, franchement, ça n'a pas été cool du tout. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée. Et du coup, Mm. évidemment, ça n'est pas conscient, mais ça peut se réveiller à chaque fois qu'on a ces transitions. Donc ça, c'est vraiment hyper fort. Et du coup, créer des liens avec d'autres personnes, ça peut être compliqué, plus compliqué aussi. Parce qu'il y a, il y a ce vécu violent qui fait que la rencontre de l'autre, la première fois, encore une fois, ça n'a pas été ça. Et donc, on peut avoir plus de difficultés à aller vers l'autre.
Je pense à autre chose aussi, c'est que l'enfant qui n'a pas vécu ce passage, encore une fois, hein, je fais ces frottements parce qu'il y a vraiment tous ces frottements par la voix basse. Euh, il peut aussi, s'il a des difficultés à trouver ses limites corporelles, avoir des difficultés à trouver ses limites tout court. Où sont mes limites si j'ai pas complètement intégré mes limites corporelles, où sont mes limites, toutes mes autres limites, dans ce que l'autre fait, dans l'espace que la personne me prend par exemple. Est-ce que je vais être capable de garder mes limites si je suis assise sur un banc à côté d'un autre enfant, si je parle d'un enfant, mais ça peut être le cas d'un adulte, ou est-ce que je vais aller un peu à la place de l'autre, me coller aux autres? Est-ce que je vais faire respecter le fait que j'ai besoin d'une forme d'espace sacré autour de moi, ou est-ce qu'on va Mhm. pouvoir être intrusif avec moi? Et alors là, ça peut aller très loin parce que les limites corporelles, ça peut aller jusqu'à la problématique de l'abus, etc. Est-ce que je sais à quel moment c'est pas OK qu'on vienne faire un geste avec moi, sachant que la première fois que j'ai eu un contact avec un étranger, c'est quelqu'un qui est venu me sortir C'était un geste violent, encore une fois. Donc, Mhm. ça peut atteindre, c'est pas systématique, hein, je veux pas faire paniquer les mamans qui ont vécu des césariennes, ni les personnes qui sont nées par césarienne, mais la question de la limite, elle est hyper importante. Et je fais un pont vers les mamans qui ont vécu une césarienne. Euh, la césarienne, c'est quelque part un non-respect des limites corporelles, même si ça a été fait dans l'urgence, même si c'était nécessaire de la faire pour des raisons vitales, n'empêche que le corps, il a été incisé. C'est quand même 7 couches qui sont incisées, éventuellement la dernière, une écartée dans tout ça. Ah, Mais c'est rigolo ça, 7, comme les chakras et tout ça. ouais, c'est énorme quand même. Et oui, et en même temps, c'est un endroit là qui vient être incisé pour une maman, qui est un endroit énergétiquement hyper important au niveau de tout ce qui est plaisir, créativité, Mhm. etc. Et donc tu parlais d'énergie plus tôt, et ben on va ici. Ça peut être dû au fait que c'était déjà comme ça, mais quoi qu'il en soit, ça va renforcer ou activer une chose, c'est que là, on va potentiellement être coupé de son désir, de son plaisir, de sa créativité. Coupé aussi, hein, puisqu'on est coupé en deux. Enfin, c'est assez fort d'être coupé au niveau de l'utérus. Hein. L'utérus, c'est quand même c'est la matrice, c'est le lieu de C'est la la vie, naissance, hein, mhm, c'est la vie, mhm. c'est la féminité. La créativité, la C'est la création. créativité, ouais. Mais si on en reste à l'organe utérus, c'est l'organe du féminin en fait. Donc Féminin. on est coupé dans cet espace du féminin, et du coup on est désorienté dans cet espace du féminin. Et puis si je reprends l'image du corps, on est coupé vers le milieu, on est coupé de la partie basse de son corps, donc de la vulve, de toute la partie sexuelle, de toute la partie qui apporte du plaisir physiquement, mais on est aussi coupé des jambes qui nous relient au sol, qui nous relient à la terre. Mhm. Et en À fait, là, l'ancrage aussi. exactement, exactement. Et ça peut vraiment faire qu'on est coupé de son ancrage. Mhm. Ce Et qui est potentiellement mon cas depuis pas mal d'années, ouais. Mais que alors, ça se soigne de plus en plus, enfin, ça va mieux. Mais j'ai remarqué ça aussi. et Tendance à là, être ça perché peut dans les être, trucs spirituels, etc. pendant pas mal d'années, et du mal à m'ancrer dans l'instinct, dans le corps, dans le présent, tu vois. ouais. Alors, est-ce que là, pour le coup, ça peut être lié à ta naissance, au fait que tu n'aies pas été, parce que les jambes aussi sont énormément massées à ce moment-là, et donc on prend conscience de ses jambes et de son contact au sol. Ça peut être aussi par imitation de ce que tu as vu de ta maman, puisque toi, tu n'as pas été coupée, c'est ta maman qui a été coupée en deux. Mhm. Mais ça, c'est peut-être aussi quelque chose que l'enfant observe chez sa mère et qui limite, parce que les enfants sont de grands imitateurs jusqu'à à peu près 7 ans, et donc ils pompent tout le vécu émotionnel et physique des gens, et donc ils peuvent reproduire certaines pathologies quelque part. Alors, encore une fois, dans certaines mesures, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, ni de les faire paniquer. Mais en tout cas, pour revenir à la maman, si elle n'a pas d'ancrage, si elle n'est pas dans ses jambes, symboliquement, ou peut-être dans l'image, elle ne peut pas avancer, en fait. Elle ne peut pas aller de l'avant. Et ça, Euh, c'est rigolo parce que si moi, bon, après, ça rentre dans les choses un peu personnelles, mais j'essaie de rentrer de façon large, sans trop de détails, mais j'ai toujours ressenti, si ma mère voit cette vidéo plus tard d'ailleurs, qu'elle avait toujours eu du mal à avancer justement, et elle est beaucoup restée en arrière dans sa propre vie. Attends, c'est mon jugement personnel, attention, hein, qu'elle me pardonne si elle voit ça, mais dans le sens où
c'est mon ressenti, tu vois, ma vision, voilà, et que moi aussi j'ai un peu répété ce schéma-là, avoir du mal à prendre ma place, tu vois. Alors peut-être qu'il y a un lien aussi avec la naissance et d'autres sujets transgénérationnels et compagnie, c'est encore un autre sujet, mais là si on reste sur l'aspect naissance et césarienne et tout, euh, ça me relie même encore à un autre sujet que je voulais aborder justement, mais peut-être que là je mélange tout. L'aspect aussi, tu vois, de prendre sa place, tu vois, en tant qu'homme et ancrer, avancer, etc. Tu sais, c'est un peu le passage, tu vois, symbolique de l'enfant à l'homme et que tant que c'est pas vraiment assimilé et intégré, il y a des résistances internes qui ramènent toujours un peu à cet état d'enfant, de mauvaise gestion personnelle, de dépendance inconsciente, de trucs comme ça qui sont pas réglés, tu vois. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Mais ouais, je pense aussi que ma mère, elle a dû aussi vivre ça à sa façon. Et mon ressenti, c'est qu'il y avait peut-être aussi des choses où je la sentais un peu limitée, tu vois, dans son ancrage et dans le fait d'avancer dans certains sujets. Mais encore une fois, je peux pas en parler parce qu'à sa place, ce serait elle d'en parler parce que moi, je suis pas à elle, donc je peux pas. S'il faut pour elle, tout va bien entre guillemets, tu vois. C'est juste mon ressenti personnel qui fait que j'ai l'impression qu'elle a été dans certains blocages sur plein de sujets, plein de sujets. Et là, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a un peu la personnalité et la façon de gérer des gens en général. Et il y a ce traumatisme qui vient se rajouter en plus. Et j'ai envie de dire que ce qui se passe avec ce traumatisme, pour moi, une césarienne, toute cicatrice d'ailleurs, donc c'est valable pour tout type de cicatrice, elle n'arrive pas à un endroit par hasard. C'est-à-dire que là, c'est venu renforcer un schéma qui était peut-être déjà là. Hmm. Euh, et puis la cicatrice, j'aime bien dire qu'elle appelle. Et d'ailleurs, parfois, elle appelle en grattant, en devenant rouge, en gonflant, en devenant douloureuse. Elle appelle, en fait. Et en apparaissant, c'est-à-dire au moment où il y a blessure, quelle qu'elle soit, ou opération, en fait, la cicatrice vient capter l'attention vers un endroit du corps. Elle vient dire, OK, là, il y a un problème à aller regarder. Mais derrière, le problème, il est symbolique. Et ça, j'ai l'impression que les consciences sont en train de s'éveiller, mais qu'on en est c'est- les êtres humains n'en sont pas, en tout cas dans notre société occidentale, parce que je pense que dans les sociétés orientales c'est très différent, on n'en est pas en général au point de voir que si on a un endroit où on a mal, c'est que cet endroit a un message à nous délivrer. Et Parce que donc la vie est bien faite. et oui, voilà, même si c'est pas confortable de le constater. Et donc, s'il y a une cicatrice qui arrive, c'est que potentiellement, il y a eu tout un vécu derrière, dans cet endroit, qui a appelé mais qui n'a pas été entendu, hein. Et alors, typiquement, pour le phénomène des césariennes, mais ça peut être aussi la déchirure, ça peut être aussi l'épisiotomie. Les questions qu'on peut se poser, c'est OK, est-ce qu'on a déjà vécu des cystites, des mycoses, des douleurs à cet endroit-là? Est-ce qu'on a vécu des lasers? Et de quoi il nous parle? Est-ce qu'il nous parle d'un vécu personnel, de non-respect du consentement de la part d'un compagnon, éventuellement d'abus, d'ordre plus ou moins grave, même si tout type d'abus est grave, mais plus ou moins important, on va dire. Est-ce que ça nous parle de quelque chose qu'on a vécu ou, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, de quelque chose de transgénérationnel? Est-ce que c'est un héritage? Par exemple, moi, il y a mes propres vécus, parce que moi, avant d'avoir la césarienne, en fait, c'est un espace où j'ai eu différentes manifestations que j'ai écoutées physiquement, voilà, que j'ai soignées physiquement, mais je ne suis pas allée voir psychiquement ce qui se passait, ce que ça venait me dire sur, par exemple, une relation toxique que j'avais avec un homme. J'ai pas capté que, attends, là, cet espace-là, il est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui va pas, tous les voyants sont au rouge, et non, en fait. Et te disent, stop, stop, arrête, t'es en train de te faire détruire, en fait, t'es pas respecté, etc. Donc, un jour, le corps, il accumule, et puis un jour, il dit, bah, là, il y a un truc, tu l'as pas regardé, tu l'as pas travaillé, et là, il va vraiment falloir s'en occuper, parce que moi, j'ai engrangé tout ça, et il faut que ça sorte, tu vois, un peu comme, voilà, Hmm. comme une plaie purulente, il faut que ça sorte en fait. Et, Expression, extraire, enfin ouais, sortir. ouais, exactement. Et donc tu vois, toute cicatrice,
elle arrive en fin de manifestation. C'est un peu comme, il y a cette image, la vie te tapote sur l'épaule avec un petit doigt pour te montrer quelque chose, puis t'entends pas, puis après c'est avec la main, puis après elle te pousse, et puis un beau jour, elle va te bousculer tellement fort que tu vas tomber. La cicatrice, c'est un peu cette chute-là, c'est le mur dont je parlais tout à l'heure un peu, qui vient dire, ok, il y a quelque chose qui va pas, et il va falloir que tu regardes, que tu te regardes, que tu regardes toutes les parts de toi et que tu viennes les soigner, en fait. Mm. Voilà, et chez une femme, ça vient parler de choses très fortes, et je reviens au thème du transgénérationnel que j'ai perdu en cours de route. Ça peut aussi venir nous dire, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ta lignée, ou des choses dans ta lignée, et probablement de façon répétée, et tu parlais un petit peu de la répétition, toi aussi tout à l'heure, qui, que là, il faut casser cette chaîne, en fait. Mm. Et moi, je n'ai pas toutes les clés, mais je sais que les accouchements dans ma lignée, ça n'a pas toujours été drôle. Après, clairement, les histoires d'accouchement, tout comme les histoires d'abus dans toutes les lignées, ça a souvent été très présent. C'était malheureusement monnaie courante, les accouchements compliqués, voire qui se terminaient mal. Euh, et puis les histoires d'abus aussi, hein, c'est quand même très lié, hein. On est dans tout ce domaine de la sexualité. Euh, et donc, si je vais regarder dans ma lignée, j'ai une arrière-arrière-grand-mère, c'est marrant parce que je pensais à elle tout à l'heure, qui a vécu alors je crois que c'était le 13e accouchement, ou c'était le 13e enfant qui devait naître, bref, euh, qui visiblement s'est très mal passé. Son mari n'est pas allé chercher le médecin comme prévu, il a préféré boire un coup à l'auberge ou chez des copains, et en fait, elle est morte en couche et le bébé avec elle. Donc c'est hyper Wow. violent. Ah Et oui. ça laisse un traumatisme génétique dans les Ah gènes. oui. Ça s'inscrit, Transgénérationnel, ouais. voilà, comme une cicatrice. C'est une cicatrice au niveau génétique. Ça a été, il n'y a pas très longtemps, il y a des chercheurs qui ont vu que les traumatismes, ça ressemble à des cicatrices quand même au niveau génétique. Et du coup, ça vient dire, ça vient se transmettre de génération en génération que donner la vie, c'est risquer la mort. Mm. Alors, est-ce qu'après, nous, notre corps, des descendantes, a envie de donner la vie, alors que ce corps sait que potentiellement donner la vie, c'est mourir et donner la mort parce que l'enfant peut mourir aussi. Et du coup, est-ce que ça ramène pas des fois des problèmes d'endométriose, etc. Il y a peut-être un lien avec ça ou d'autres. Parce que j'ai l'impression que cette maladie, bon, là, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais si ça fait un lien, je sais pas. C'était juste ça m'a lancé là-dessus. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette problématique-là ou qui sont passées à travers ça. Et il y a toujours un lien avec, il y a un lien avec le fait d'accoucher, le devenir maman, devenir femme. Enfin, il y a plein de liens, ou même par rapport à des traumas, soit vécus de notre vie, soit transmis aussi, Oui, il me semble. Après, c'est. oui. Je ne suis pas une spécialiste de l'endométriose. En revanche, j'ai des femmes qui sont venues me voir parce que l'endométriose, elle peut donner lieu à un nombre d'opérations assez important et même à des ablations d'organes. Et ce que j'ai pu observer et ce que je sais de l'endométriose, c'est qu'en effet, là, il y a une blessure du féminin, en fait, de la lignée féminine qui peut être là, qui peut du coup être un héritage transgénérationnel, qui peut résulter de tout un tas d'avortements qu'ont pu vivre les générations précédentes, mais aussi justement d'accouchements traumatisants, de mort en couche, de mort d'enfants ou de naissance d'enfants qu'on mal tourné en quelque sorte. Euh, et puis aussi, et surtout d'abus, c'est-à-dire, et je pense que c'est aussi intéressant pour les accouchements par césarienne ou dont résultent des cicatrices ou autre chose, c'est si dans ma lignée, il y a des hommes ou des femmes qui ont vécu des abus, et en particulier par exemple si j'accouche d'une fille, et qu'il y a eu des abus dans ma lignée où j'en ai vécu, est-ce que mon corps va accepter de mettre au monde un enfant qui risque de vivre ce traumatisme-là? Et Mhm. du coup, ça bloque. Ou encore, et ça peut se voir dans l'inverse, si j'ai vécu des abus ou que dans ma lignée, il y a des abus qui ont été vécus, est-ce que mon corps va accepter de mettre au monde un garçon qui risque lui aussi d'être un abuseur? Est-ce que je peux accepter de mettre au monde un potentiel abuseur? C'est des questions qui peuvent paraître terribles, mais en réalité, dans l'inconscient, tout ça, ça fonctionne quelque part. Et du coup, il y a tout un tas
de traumatismes qui peuvent créer des freins au moment de l'accouchement, alors qu'on a pu préparer, comme c'était en partie mon cas, un accouchement naturel, etc., physio. En fait, le corps, là, au moment de l'accouchement, on dit qu'il y a comme... il parle à fond, quoi. Il vient nous renvoyer en pleine face euh, toute notre vie, toutes nos limites. Et ça, c'en est une. Est-ce que je veux mettre au monde un enfant dans ce monde, en fait? Ou avec l'héritage que j'ai eu, avec les expériences que j'ai eues, est-ce que j'ose donner la vie dans ce contexte? C'est hyper fort. Hmm. Ouais, c'est super fort, ouais. Mm. Quelle est ta vision des choses actuellement à travers la pratique que tu fais, que tu proposes, pour venir, je dirais, réparer, réparer, transmuter, ou en tout cas, quelle est ta vision par rapport à ton approche, tout simplement? Oui. Mm. Alors déjà, mon approche, elle est nourrie à la fois par l'harmonisation globale des cicatrices, hein. J'ai été formée par un ostéopathe, même si moi-même je ne le suis pas. Aussi par des pratiques que j'ai qui sont issues de la santé humaniste à laquelle je me forme. Et puis aussi par mes propres pratiques dans tout un tas de domaines. J'ai touché à pas mal de choses. Et puis par mon expérience personnelle. Hein. C'est sûr que les femmes, quand elles viennent me voir, elles savent qu'elles parlent à quelqu'un qui sait au moins en partie ce que c'est que de vivre un accouchement traumatisant, ce qui n'est pas le cas de tous les thérapeutes. Et du coup, moi, ma pratique, elle est déjà beaucoup... elle a comme base l'écoute, déjà. C'est une base, mais c'est pas l'outil qui permet de guérir. Mais c'est hyper important, je pense, d'avoir les portes spatio-temporelles hyper ouvertes, c'est-à-dire que mes séances, elles peuvent durer 2h30 à 3 heures. Et c'est OK, en fait. Parce que une femme qui vient parler de ça, souvent, elle n'a pas pu parler de ce qu'elle a vécu librement. Euh, c'est souvent limité parce que les gens nous arrêtent avec des phrases du genre bah, le principal c'est que vous soyez vivant, point, ferme la parenthèse et on arrête tout. Ou parce que tout simplement c'est tellement trash, une césarienne ça peut être vraiment trash. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça me pourrait presque être un film d'horreur des fois. Là, récemment j'ai cherché des visuels sur la césarienne pour mes posts et j'ai censuré en fait. Parce que si tu vois le côté chirurgien, Médical. et voilà, médical, il y a du sang, quoi. Enfin, ouais, il y a du sang, il y a des Oui. tripes, il y a tout, quoi. Donc c'est hyper trash, en fait, la césarienne par rapport au glamour qu'on présente de la naissance dans les films, par exemple, très, voilà, où les femmes accouchent comme par miracle sur le dos avec péri, enfin bref. Alors que c'est pas franchement l'idéal, mais c'est un autre problème. Euh, Oui, je apparemment, ce serait mieux d'accoucher à quatre pattes, c'est ça, ou accroupi, un truc comme ça, non, il me semble. Oui, en tout cas, Naturel. sur le dos, c'est pas très physiologique, ça, c'est Ouais. sûr. Et C'est pas bah, l'idéal, ouais. non, voilà. Et puis, bah, les femmes, elles ont besoin de mouvement, etc. Mais du coup, je me suis un petit peu perdue dans mes propos. Oui, en fait, ce que vivent les femmes, c'est hyper trash et elles ont besoin de pouvoir en parler et elles ont besoin de pouvoir être entendues dans ce qu'elles ont à dire. Et moi, il y a des femmes qui sont venues me voir qui me disent, bah, je viens de voir parce que je suis allée voir des thérapeutes et j'ai bien vu qu'ils comprenaient pas ce que je vivais. Que, en fait, il y avait, ça tiltait pas en face, en fait. Ils comprenaient pas à quel point ça pouvait être douloureux d'avoir vécu ça. Et donc, moi, il y a l'écoute. Et puis après, il y a le travail de ressenti corporel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le sac est vidé, quelque part, quand le mental il a pu s'exprimer, parce que bah, le mental il a besoin de prendre de la place, Mm. donc on lui laisse sa place pendant un moment. Et puis après, la femme, elle va pouvoir se poser, s'allonger, et on va partir plutôt dans un voyage introspectif très très en lien avec le corporel. Pour certaines, ça va plus être du visuel, où quand on revient, euh, alors en général, on va se rapprocher la main physiquement de la cicatrice. Ça peut fonctionner aussi avec d'autres cicatrices que la cicatrice de césarienne d'ailleurs. Euh, et donc il y a des choses qui vont remonter, des souvenirs qui vont remonter, ou simplement des sensations, parce que des fois l'inconscient il bloque. Il n'est pas Mhm. question qu'on aille revoir certains souvenirs, et c'est ok. Ça veut dire qu'il ne faut pas y toucher maintenant. Et donc on va venir accueillir ces sensations, on va venir les verbaliser, on va venir respirer dans ces sensations, respirer dans ces images. Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on va écouter ce vécu-là, écouter ces émotions, ces sensations, elles vont se transformer progressivement.
Oui, c'est pour ça que quelque part je parle d'alchimie ou de transmutation parce qu'il y a quelque chose qui s'alchimise au fur et à mesure de ce travail et progressivement il va y avoir comme une digestion qui se fait des événements ou de la partie de l'événement et puis un rapprochement de la cicatrice qui va pouvoir s'opérer. Et là, en fait, c'est le moment, ben, je te disais que toutes les cicatrices ont des messages, c'est le moment, en fait, moi j'accueille les femmes pour qu'elles écoutent le message de la cicatrice. Et ce qui est D'accord. hyper intéressant, c'est que le message de la cicatrice, c'est pas un message violent, tu vois, c'est pas des insultes, c'est la cicatrice, elle vient dire quelque chose, elle vient potentiellement alerter, mais c'est toujours avec beaucoup de douceur. En fait, c'est comme si elle était là, elle attendait, mais quand est-ce qu'on va m'écouter en fait? Et puis quand on l'écoute, elle est super contente. Elle va pas se mettre à faire des trucs horribles, elle va juste montrer des choses et elle va porter un message. Et là, Mm. c'est un instant, c'est un moment où la femme se réconcilie avec une part blessée d'elle-même parce que la cicatrice fait partie d'elle, elle la rejette complètement, elle veut pas la voir, souvent elle peut pas la toucher, elle peut pas la regarder, mais en fait elle fait partie d'elle. Donc elle va venir regarder cette partie-là, elle va venir l'écouter et donc il y a un apaisement qui se crée au niveau du corps et donc certains phénomènes comme des flashbacks, comme des manifestations du syndrome de stress post-traumatique, hein, parce que c'est très fréquent après la césarienne ou un accouchement traumatique, et ben, vont se réduire et peuvent disparaître parce qu'on est allé écouter, parce qu'on est allé regarder, parce qu'on a pleuré toutes les larmes de sa vie. Hein. J'ai des femmes qui me disent j'ai jamais autant pleuré, et moi je me dis mais super, Inch'Allah, quoi, super. Enfin, c'est merci. C'est ce qu'il fallait en fait. En fait, il y a un moment de besoin d'accueillir ce vécu. Et une fois que ce vécu a été accueilli vraiment, pleinement, et en Mhm. ce qui me concerne pleinement, c'est 3 à 4 séances, c'est pas non plus, ça dure pas des mois et des mois. Hein. S'il n'y a qu'une cicatrice, c'est 3 à 4 séances. Et une fois que c'est accueilli, on peut passer à autre chose, on peut tourner la page. C'est vrai que le sujet de pleurer, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je sais que j'ai pas pleuré depuis tout petit, depuis très très jeune. Je me souviens plus de la dernière fois que j'ai pleuré. Alors, un peu plus récemment, la sensibilité commence à revenir sur certains sujets ou même une fois quand j'ai prié, je sais pas pourquoi, j'étais émotionnellement touché, ça m'a donné envie de prier, de pleurer, pardon. Mais sinon, à part ça, pendant trentaine d'années, j'ai jamais pleuré en fait. Et je me dis là, il y a un travail quand même à aller chercher sur la connexion aux émotions, etc., etc., et enlever quelques protections, tout ça. Mais bon, chaque chose se fait de manière intelligente et j'ai hyper confiance dans le process. Et de plus en plus d'ailleurs, c'est-à-dire que je me dis qu'il n'y a pas de, il y a rien à rusher en fait, et tout vient peu à peu, couche par couche. Et le travail se fait dans tous les cas, même que ce soit en dormant, que ce soit à travers des expériences, rencontres, compréhension tout simplement méditative, personnelle, interne. Voilà, le travail se fait. Et il y avait un sujet aussi que je voulais aborder. Il me semble que c'est toi qui m'en as parlé lors d'un échange. Tu m'as parlé d'accouchement énergétique. Ouais. Est-ce Et que tu oui, veux nous c'est en vrai. parler un petit peu? Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose assez énorme. Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ouais, tant pis pour eux. Euh, Ici, Voilà, vous on parle pouvez de ce qu'on arrêter veut. là si vous voulez, mais c'est quand même Ouais. quelque chose d'hyper important. Bah, ça correspond, c'est un peu la suite logique de ce qu'on évoquait à propos de cette énergie qui est restée bloquée dans la maman, l'énergie de la naissance qui n'a pas pu être libérée complètement, puisque le processus a été shunté par la césarienne. Mais ça peut être le cas aussi pour des femmes, par exemple, qui ont vécu une épisiotomie et qui, à ce moment-là, se sont dissociées, en fait. Donc, du coup, elles n'ont pas ressenti Est-ce que tu peux juste l'accouchement. préciser ce que c'est? Je ne connaissais pas le terme. Euh, Épisiotomie. l'épisiotomie, c'est en fait c'est quand on coupe une petite partie de la vulve. Alors c'est du périnée de la femme pour que le passage de l'enfant se fasse en fait. Ah, ok, oui. Et au niveau de la fourchette en fait, voilà, D'accord, pour ok. que l'enfant puisse passer. Alors des fois c'est enfin ça peut être différent. Voilà, Oui, dans l'accouchement classique, hein. oui. Mais quand c'est pas assez ouvert, voilà, on agrandit, quoi, c'est ça. Voilà, on peut agrandir si. Alors normalement, on le fait uniquement si on voit que ça passe pas et que la déchirure risque d'être compliquée à se D'accord. réparer. Après, c'est pareil, tous les hôpitaux fonctionnent un peu différemment.
ou toutes les sages-femmes ou les gynécos dans ce cas-là. Mais il peut y avoir aussi une énorme déchirure qui peut aller jusqu'à l'anus. Donc c'est ça qu'on veut éviter en fait. Oui. Et autant dire que c'est extrêmement douloureux et que c'est très compliqué aussi et très long au niveau de la cicatrisation, hein. Mm. Donc voilà, le choix est toujours, le choix peut être épineux de toute façon. Mais quand à un moment, pendant l'accouchement, disons, s'il y a une césarienne ou s'il y a un traumatisme quelconque, si la personne se dissocie ou si le corps n'a pas vécu l'accouchement complètement, du coup l'énergie de l'accouchement ne va pas être totalement libérée. Et si, quand on a ce processus de soins comme je le fais vivre, ou ça peut se vivre aussi dans d'autres contextes, il peut se trouver que la maman, à un moment donné, elle ressente à l'intérieur d'elle cette énergie. J'ai des mamans qui me font, mais je comprends pas, je sens mon bébé à l'intérieur de moi, mais c'est pas cohérent, il n'est pas à l'intérieur de moi, enfin, voilà, il a tel âge, il est sorti, etc. Mais c'est normal en fait. C'est le corps qui veut, à un moment donné, il veut terminer le processus de l'accouchement, qui n'a pas été totalement terminé. Mm. Et donc, Ça, c'est puissant. c'est hyper puissant, hein, c'est fort quand même. Et donc, ça, je l'ai vécu, moi, à titre personnel. Et j'ai évidemment des femmes que j'accompagne qui l'ont vécu aussi sous des formes qui peuvent être très différentes. Et j'ai des connaissances qui l'ont vécu dans des contextes très différents aussi. Et donc, cette énergie va avoir besoin de faire le passage. Et donc, le ressenti va se faire physiquement par la voix basse du passage du bébé, ce qui évidemment peut être très impressionnant pour une femme qui n'a jamais vécu ce passage par la voix basse, sachant qu'en l'occurrence, il n'y a pas les douleurs, enfin, c'est énergétique, donc c'est beaucoup moins, on va dire, trash qu'un accouchement classique. Et donc le passage se fait et l'énergie est libérée, comme si un peu elle était remise à l'univers, cette Mm. énergie. Et Euh, en conscience en plus. et en conscience, voilà. Et ce qui peut donner l'occasion à une femme c'est aussi pour ça que mes séances, elles peuvent prendre de l'espace et que je veux laisser cet espace-là de possible pour les femmes. La femme, potentiellement, elle peut vivre l'accouchement énergétiquement, c'est-à-dire se placer comme elle sent que c'est comme ça qu'il faudrait se placer, etc. Parce que le corps répond, hein, il est en train d'accoucher, bon, même s'il n'y a pas de bébé physique, il se place, etc. Et puis elle peut accueillir cette énergie-là aussi, comme on accueille un bébé, sauf qu'il est quelque part dans l'invisible. Et dans des cas qui sont magnifiques, il y a même potentiellement le bébé qui est en salle d'attente avec le papa ou autre et qui à ce moment-là se met à réclamer la maman. Et la maman peut accueillir à la fois le bébé et cette énergie nouvelle. Et c'est comme un nouvel accueil du bébé en fait. C'est comme une nouvelle naissance du bébé où là, son intégrité lui est restituée. Et On donc, prend sa place. et Et la l'enfant peut mère aussi. retrouver, et voilà, l'enfant peut retrouver son intégrité. La séparation se fait énergétiquement déjà. Enfin, c'est une étape parce qu'il y a plusieurs étapes de séparation entre la mère et l'enfant dans la vie, mais cette séparation-là, elle se fait à ce moment-là, en fait. C'est marrant quand tu as prononcé séparation, je l'ai prononcé dans ma tête aussi au même moment, ça m'a fait un truc au niveau du chakra du cœur. Peut-être un truc à creuser plus tard à ce niveau-là. Mais ouais, de toute façon, voilà, si tu as vécu ça, il y a des chances il y a des choses à aller soigner à cet endroit-là, même Et si tu as d'ailleurs, conscience. ouais, ben, d'ailleurs, tu as employé souvent le mot femme, 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 là, juste dans ce que tu viens de dire tout à l'heure. Est-ce que du coup, il y aurait un intérêt ou une approche, une réflexion à avoir pour les hommes aussi? Parce que, imaginons que la mère ou les femmes ne sont pas forcément dans ce process ou connaissent pas, ou bref, font pas ce travail-là, d'aller revivre un accouchement pour venir transmuter tout ça. Mais est-ce que l'homme qui est conscient de ça et qui souhaite essayer, transmuter quelque chose, faire un travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait adapté pour lui ou une approche qui pourrait lui convenir aussi Oui. pour revivre ça en tant que... Oui. Oui, alors j'imagine qu'il y en a plein. Moi, je peux parler de ce que je connais. Je pense que, par exemple, si on sait qu'il y a un trouble au moment de la naissance, on peut très bien aller le travailler en santé humaniste, par exemple. Hein, et je pense qu'il y a tout un tas de thérapeutes qui sont en mesure d'accueillir un homme qui dit, voilà, je sais que je suis née par césarienne. Je suis persuadée que ça a des conséquences dans mon quotidien, plus ou moins importantes et visibles. Et je voudrais aller travailler ça parce que je sais
voilà, ma mère ne va pas le travailler ou que voilà, c'est pas le genre de choses Pour qui pas va. attendre, tout simplement. Pour faire son propre démarche à soi, quoi. Exactement. Et ce qui Mm. est beau, hein, ce qui se dit, c'est que quand quelque chose comme ça est réparé, par exemple, quand une maman répare son accouchement, se réconcilie avec sa cicatrice, elle répare aussi euh, Mm. normalement le lien que l'enfant a avec l'accouchement, c'est-à-dire l'enfant n'hérite pas du traumatisme et il va pas continuer sa route. Elle casse la chaîne quelque part. Elle Mm. rompt la chaîne de ses accouchements traumatiques. Et un enfant qui va venir faire ça, il rompt donc par exemple, si toi tu vas travailler sur la césarienne que tu as vécue en tant que bébé, tu vas rompre la chaîne et potentiellement tu vas aussi soigner des choses pour ta mère et Mm. pour ta vie. Et la ligne aussi. Voilà, exactement. Parce que je pense Donc que ça fait un lien c'est... aussi avec excuse-moi de te couper, mais Non, c'est vrai que je réponds sur la parenthèse. Il m'a semblé avoir potentiellement identifié, grâce à différentes personnes, tout ça, un schéma qui se répétait aussi depuis une arrière-grand-mère aussi, qui aurait eu du mal à prendre sa place, tu vois. Et c'est marrant parce que moi, dans ma vie, toute ma problématique, ça a été justement, enfin, une problématiques que j'ai vécues, ça a été vraiment d'accepter mon incarnation et surtout mais prendre ma place, tu vois. Prendre ma place d'homme, de mari, à l'époque quand j'étais marié. Prendre ma place, c'est quoi ma place, tu vois. Et c'est comme si à chaque fois, je j'osais pas, j'y allais pas, je refusais, un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Et donc du coup, je pense qu'il y a peut-être un lien aussi avec du transgénérationnel. Donc, Oui, oui, et puis voilà, et le transgénérationnel et la naissance, parce qu'un enfant qui n'a pas pu, faut bien se dire une chose, alors pour certaines personnes, ça paraît là aussi hallucinant, mais un- en fait, à un moment donné, quand l'accouchement se déclenche, c'est une alchimie entre la mère et l'enfant, et on dit que c'est l'enfant qui décide que ça y est, c'est le moment d'aller s'incarner sur Terre, de naître au monde, en fait, complètement. Et donc, si cet enfant, il a décidé, mais que ça ne fonctionne pas, ou encore, ce qui arrive de plus en plus, si on déclenche l'accouchement, parce qu'aujourd'hui, les délais après terme sont de plus en plus raccourcis pour des raisons médicales, j'ai envie de dire de beaucoup de peur médicale aussi, qu'on projette sur la naissance, sachant que les naissances peuvent, il y a toujours un risque, hein, bien sûr, quand il y a une naissance, quelle qu'elle soit. Mais l'enfant, s'il n'a pas pu décider, ok, j'y mm. vais, et s'il n'a pas pu Et vivre ouais, ça jusqu'au bout, en fait, c'est le premier pas dans sa vie, en fait, dans sa vie sur Terre. En dehors de ce qu'il exactement. a vécu in utero, c'est ok, maintenant c'est le moment de naître. Et là, c'est un peu comme si Ça, tu c'est dis, puissant. ben oui, c'est un peu comme si aujourd'hui tu disais, ok, je vais aller, euh, je vais aller à tel endroit pour poser ma candidature pour être employée. Et là, il y a quelqu'un qui t'embarque et qui t'emmène ailleurs. C'est ce qui se passe en fait pendant une naissance. L'enfant, Exactement. il est en train de naître et puis à un moment donné, il y a une main qui le prend, qui le sort et qui l'emmène dans un autre milieu. Tu vois, là, c'est comme si on t'embarquait puis on te mettait dans une chambre froide. Hein, c'est parce que Exactement. Ouais. c'est hyper fort. Et c'est valable aussi pour un enfant qui est Pour un encore en enfant. gestation, qui est Mm. encore in utero et qui est pour une raison ou pour une autre, ne peut pas naître exactement à terme, à la date précise qui a été prévue, ni 7 jours après, mais qui aurait besoin d'un petit peu plus de temps, si tout va bien, en tout cas physiquement dans le ventre de la mère, et qu'on va le déclencher uniquement pour des raisons de date. Euh, mais cet enfant, il n'était pas prêt. C'est un peu comme si tu étais dans ton lit, tu vois, tu es dans ton lit, tu es bien, tu es au chaud et tout. Et puis là, il y a quelqu'un qui te donne des coups pour que tu sors. Parce que quand on déclenche à l'ocytocine, c'est comme si l'enfant, il se prenait des coups. Hein, c'est hyper violent. Hein. C'est violent. Il y a des, voilà, il y a des femmes qui vomissent tellement c'est violent, en fait, les contractions dues à l'ocytocine de synthèse. Euh, et du coup, c'est un peu comme si on te sortait en te donnant des coups de ton lit bien chaud et paf, tout ça, c'est Coup de hyper pied aux violent. fesses. Allez, Et c'est bien, parti. évidemment, après, c'est plus difficile de te lever, tu sais, t'as un peu, voilà. Et puis en même temps, potentiellement, tu es toujours en hyper-vigilance qu'un jour on te déloge de ton lit, tu vois. Mm. Donc c'est hyper fort en fait là. On parle de mémoire du corps, hein, puisque je parlais de la santé humaniste, c'est de la mémoire cellulaire. Et là, c'est la mémoire cellulaire. Les cellules se souviennent de ces moments clés de l'arrivée sur Terre, et ça peut avoir des conséquences, mais Du- incroyables. C'est un effet papillon, en fait, sur la vie qu'on mène aujourd'hui. Mm. Exactement. Ça me fait penser à plein de choses, c'est pour ça que ça pourrait durer des heures, mais un truc tout bête, avant que je l'oublie,
la communication est super importante de la maman enceinte à son enfant pour le préparer à l'accouchement, je pense, c'est mon point de vue, à mon avis, et peut-être que tu me contrediras ou pas, mais le préparer en disant ça va bien se passer, communiquer, l'amener à faire cette transition et que ça vienne de lui-même. Et tu vois, le parallèle, je le fais aussi avec... Moi, j'étais papa, je suis papa, je suis père. Je me souviens de moments, alors j'ai oublié le détail exact des scènes, mais je me souviens de moments où l'enfant, par exemple, je crois que c'est le passage à l'école, ou sauter dans l'eau pour la piscine, ou un truc comme ça. C'est des moments assez forts que vit l'enfant dans sa jeunesse, et où il a besoin de ses parents en termes de sécurité pour le rassurer que tout va bien se passer, etc. Mais c'est lui qui décide quand il va sauter, quand il va y aller, quand il va traverser la route, etc. Et que si on le force, ça produit ensuite des choses, bon, sans aller trop loin, mais ça peut avoir un impact, tu vois. Et être attentif à ça, je trouve que c'est intéressant, tu vois, d'être là, dans le parent bienveillant, aimant, rassurant pour le côté de structure d'adulte, et amener l'enfant à faire son propre choix de ok, c'est bon, c'est le moment, j'y vais, je décide, tu vois, et ça vient de lui. Et l'énergie n'est pas du tout la même, tu vois, en termes de confiance, et puis toutes les étapes qu'il va vivre ensuite dans son étape dans ses, j'ai pas les mots aujourd'hui, mais quand il va grandir, quoi, dans sa croissance, tous ces genres de petits détails en fait, et donc on le retrouve à la fois prénatal, avant la naissance, la communication avec la mère, etc., et son enfant, et dans l'enfance aussi, une fois qu'on est né, et même des fois à l'âge adulte aussi. Mais oui, exactement. Je pense que encore à l'âge adulte, on aimerait bien avoir nos parents derrière qui nous disent OK, j'ai confiance en toi, même quand des fois on vit des choses compliquées et où je suis fière de toi. Je pense qu'à tout âge, ça peut faire du bien. Et je suis là aussi, d'entendre je suis là, même quand on a plus de 40 ans, avoir un parent qui dit OK, je suis là, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. C'est énorme. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'en effet, dans la mesure du possible, et je souligne vraiment le dans la mesure du possible, c'est vraiment génial si la maman, elle peut en effet communiquer avec son enfant en toute honnêteté, parce que l'enfant, il ressent tout, hein, il ressent la chimie des émotions pleinement, il la reçoit en fait physiquement. Déjà, comment on est j'ai peur. J'ai peur, mais on va faire de notre mieux. Et j'ai confiance en toi, et j'ai confiance en nous, etc. C'est hyper important que l'enfant, même in utero, l'entende, qu'on puisse s'exprimer aussi, et c'est valable aussi après, quand l'enfant grandit, tu as le droit d'avoir peur aussi. Parce que l'enfant, il a le droit d'avoir peur. Et c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Reconnaître ça, c'est aussi ce dont auraient besoin les mamans, en fait, quand elles ont vécu un accouchement traumatisant, qu'on leur dise, OK, c'est normal que ça aille pas, et c'était terrible ce que tu as vécu. En fait, ça, la validation, c'est hyper important. Et une fois qu'on est validé, on peut passer à autre chose, en fait. Mais j'ai envie de préciser quand même que pour certaines mamans, communiquer avec leur enfant, quand elles sont au milieu de la tempête d'un accouchement en urgence, ou d'un seul coup, elles partent avec un brancard, on les branche de tous les côtés, elles savent pas ce qui se passe, on leur explique pas, etc. Pour certaines, elles sont coupées, et en plus elles culpabilisent les pauvres, elles sont complètement coupées de la communication avec leur enfant, Oui, parce c'est qu'elles normal, sont hein. tellement paumées en fait, elles sont tellement absorbées par tout ce milieu hyper hostile, même si tout est Bien fait sûr. pour le mieux de la mère à la base, que en fait c'est impossible pour elles de se relier à leur enfant. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai accouché par césarienne, parce que mon fils suivait une énorme cassure de la courbe de croissance. Donc, il faisait 1,8 kg à la naissance. C'est quand même très peu, hein. 1,8 kg? 1,8 kg, voilà. Sachant qu'en moyenne, on est autour 4 de kilos, quoi. 3 3, kilos, 8. quoi. Ouais, Voilà. 3, 4. Mais j'ai eu la chance d'être préparée à ça, parce que j'ai eu l'annonce de la cassure de sa courbe de croissance très peu de temps avant un rendez-vous chez mes sages-femmes, sachant que à la base je devais accoucher avec une sage-femme auprès de moi en plateau technique, donc à l'hôpital. Et qu'à partir du moment où je l'ai su, j'ai été préparée avec une forme de visualisation à vivre la césarienne, c'est-à-dire à m'imaginer l'inimaginable pour une femme qui prépare un accouchement naturel, avec une dizaine de personnes masquées autour de moi, des bruits de scalpel, un drap, ce qu'on appelle un champ, hein, un drap qui me coupe de la vision du bas de mon corps, le fait que
je ne ressens pas le bas de mon corps puisqu'on est anesthésié. Le fait que j'ai les bras attachés en croix, ce qui est bon, voilà, terrible symboliquement et hyper désagréable, etc., etc. Euh, et à quand même me connecter à mon enfant. Et ça, c'est ma pépite dans tout ce tableau hyper noir, c'est d'avoir pu, au moins pendant tout le temps de l'accouchement, euh, être connecté, enfin, ou en partie parce que je pense qu'il y a des moments où je me déconnectais, mais être connecté à mon enfant et lui dire, ok, je suis là, tout va bien se passer, et imaginer, voilà, imaginer comme une bulle autour de cet enfant. Et ensuite, quand il était avec son papa, parce que j'ai été séparée immédiatement, imaginer qu'il était avec son papa et voilà, et envoyer plein d'amour vers lui. Je pense que ça a été hyper fort et c'est bon, c'est une de mes petites chances, mais il y a beaucoup de femmes qui sont pas en mesure de le vivre. Et là, Mm. je trouve ça peut se réparer aussi justement quand on retourne dans ces souvenirs-là. Mais il faut le savoir. Et je me permets de te dire encore une chose parce que tout à l'heure, tu as parlé des hommes et tu as évoqué le fait que tu as vécu l'accouchement avec ta compagne. Euh, et là, c'est hyper important aussi. Moi, quand je racontais à certains hommes que je travaillais avec des femmes sur leur cicatrice d'accouchement, j'ai des hommes qui m'ont fait, mais moi aussi, j'ai une cicatrice d'accouchement. Et là, c'est une cicatrice émotionnelle, c'est-à-dire que les accouchements ne sont pas toujours bien vécus par les papas. Euh, et que il faut se le dire, en fait, les papas aussi, ils ont cru qu'ils allaient perdre leur femme, leur enfant, les deux. Et donc, eux, ils ont aussi vécu quelque chose de traumatisant avec une impuissance totale vu que ils ne ressentaient pas ce que ressentait la femme. Ils ne pouvaient pas agir au-delà du soutien. Mm. Ils étaient parfois écartés par le personnel médical. Pour certains, la femme, elle est partie, pouf, césarienne d'urgence, pas de papa dans les parages, et ils ont juste attendu sans savoir ce qui se passait. Mm. Et il me semble que les hommes ont plus de mal que les femmes à aller travailler sur eux. Je pense que si on faisait des statistiques, il y en a probablement, on le constaterait. Je pense aussi que c'est quelque chose que les hommes devraient travailler. Leur vécu de l'arrivée de leur enfant au monde, parce qu'eux aussi peuvent développer des peurs, des liens du coup qui sont plus ou moins toxiques à cause de ces peurs vis-à-vis de leur enfant, etc. Une difficulté à la séparation aussi, ou à pouvoir jouer leur rôle symbolique de père aussi. Et donc, pour moi, c'est important aussi qu'un papa qui a vécu un accouchement traumatisant, depuis sa place de père, il puisse aussi aller écouter et soigner ce qu'il a vécu à ce moment-là. J'en ai rencontré qui ont pris conscience de ça. Et j'ai trouvé ça très beau de voir que des hommes faisaient cette démarche-là, mais c'est quand même assez rare. Et j'en profite pour dire une dernière chose, parce que ces derniers temps, je suis contactée par des personnes, soit pour des amis, soit pour leur propre cas. Et ces derniers temps, les accouchements qui ont lieu reproduisent ce qu'ont vécu les papas en tant que nouveau-né, en tant que bébé, ce que je ne voyais pas avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant, c'est le traumatisme de la naissance des hommes, du papa, qui se transmet à l'enfant, en Ah. fait. Mm. Moi, ce que j'observe et ce qu'on regarde beaucoup souvent, c'est la lignée féminine, en fait. C'est l'accouchement de la maman, de la maman, de la maman, etc. Et là, en fait, ce que je retrouve beaucoup, c'est que les accouchements reproduisent la naissance du papa. Comme si, on va dire ça, comme si l'univers invitait maintenant les papas à regarder le traumatisme de leur propre naissance qui Mm. vient se reproduire avec la naissance de leur enfant. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que ces derniers temps, c'est régulier. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je retrouve. Alors qu'avant, pour moi, c'était une évidence d'aller questionner les naissances de la lignée féminine. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui, peut-être parce que les femmes travaillent beaucoup sur elles aussi, je le redis, je me permets de le redire, euh, les hommes sont invités maintenant à venir travailler aussi sur leur vécu, sur leur traumatisme, et en particulier sur le traumatisme de leur naissance, dont ils ne se souviennent pourtant plus. Mm. Ah, c'est puissant. Mm. Mm. C'est vrai que j'observe quand même de plus en plus, là c'est que mon point de vue personnel, mais j'observe de plus en plus quand même de personnes qui s'intéressent à tous ces sujets-là, globalement je dis bien. Et si on compare genre, je sais pas, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, je sais pas, les années 50, les années 30, bon après il y avait eu les grandes guerres, donc forcément on était focus sur d'autres choses, tu me diras, et les révolutions industrielles et tout ça. Mais
tout ce qui est l'aspect développement personnel, encore une fois, on peut mettre plein de choses là-dedans, il faut faire attention, mais il y a quand même un intérêt pour tout ça, quoi. C'est venir réparer des choses, mettre de la lumière, de la conscience sur des traumas. Euh, si c'est présent, c'est que c'est quand même un truc d'époque, entre guillemets, et c'est pas anodin. Si c'est tellement, on le retrouve quand même de plus en plus partout. Enfin, alors, c'est vrai que les femmes ont beaucoup plus tendance que les hommes à s'intéresser au sujet, je suis d'accord avec toi, de par la sensibilité féminine, mais même à travers elles, c'est un phénomène qui est quand même de plus en plus commun, je trouve. Même on le voit, le nombre de coachs, de thérapeutes, dans tous les domaines, c'est impressionnant. C'est qu'il y a un vrai potentiel besoin, il y a un questionnement sociétal limite autour de tout ça. Et que maintenant, on amène un peu plus allez, j'ai attention le mot aussi, hein, spiritualité ou de questions énergétiques dans la matière. On se pose des questions de façon un peu plus holistique. C'est le terme que je cherchais. Et c'est plutôt intéressant, voilà, je trouve, de creuser le sujet. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une forme d'éveil des consciences. On peut, enfin, j'irais dire ça. Il y a une forme d'éveil des consciences. Et puis, moi, je pense que si on parle de spiritualité, à une époque, la spiritualité, elle était là, elle a été là sous diverses formes. Oui, c'est vrai. Et puis la référence, c'était peut-être l'Église, c'était la prière, qui était quand même une forme de connexion spirituelle aussi. Après, ça pouvait être vécu de différentes manières, hein. Oui, bien Euh, sûr. et du coup, avec les sciences, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture. C'est comme si le matérialisme était venu pour, comme un espèce de gros bloc, la couper les gens du spirituel. Et puis, le matérialisme, il est aussi beaucoup apparu dans le spirituel, dans le cadre des églises, etc. À des endroits où il n'avait pas sa place, il faut bien le dire, hein. Et donc, ça a pu créer du doute aussi. Et puis l'Église ne répond pas forcément aux besoins des individus. En fait, le spirituel, il peut se vivre de plein de façons différentes. Euh, et je pense que on est en train de prendre conscience des bouleversements et de la déshumanisation que cette société matérialiste est en train de nous proposer, de concrétiser. Là, c'est assez énorme quand on y pense. Et que les personnes, pour se retrouver, pour tenir le choc, ils reviennent vers le spirituel, vers le développement personnel et pour pas se laisser complètement absorber par la matière et par tout ce qui se passe à l'extérieur qui est juste anxiogène et qui nous paralyse en fait. Et si on veut pouvoir agir dans le monde, je pense qu'il faut vraiment revenir à soi et à ses propres, on va dire à sa propre lumière, à ses propres compétences, à ce qu'on peut apporter au monde. Et ça se fait que en se connaissant un minimum en fait. Hmm. Je trouve que la nature est quand même bien faite, même si peut-être qu'on s'écarte un petit peu du sujet principal, mais typiquement, par exemple, je remarque parmi certaines personnes d'une jeunesse, génération Z ou je sais plus quoi, là, les jeunes actuels, il y a une partie déjà qui est déjà en révolte par rapport aux réseaux sociaux et au téléphone, etc. Parce qu'ils se sont rendus compte que on devenait accro au swipe, accro à la surstimulation, etc. Qu'on se voyait plus physiquement, etc. Donc ils recommencent à faire des soirées un peu à l'ancienne, lâcher les téléphones, reprendre des BlackBerry sans écran tactile, des choses comme ça, tu vois. Donc naturellement, il y a quand même la nature, enfin, la nature fondamentale des choses nous ramène toujours à un certain niveau d'équilibre naturel. On peut pousser les choses à l'extrême, mais à chaque fois on se reprend des claques ou on se reprend des changements qui reviennent contrebalancer tout ça. Donc c'est pour ça que je reste confiant quand même globalement, que même si la société elle a quand même elle a eu sa période hyper industrielle, hyper capitaliste, elle a des phases comme ça en fait, ou hyper matérialiste. À l'opposé, il y a plein de choses qui reviennent contrebalancer ça de plus en plus et naturellement, sans y aller avec la force, tu vois, en se disant ouais, on va lutter contre ça, on va faire ci, on va faire ça. Naturellement, la nature profonde des choses fait que l'équilibre reviendra un jour ou l'autre d'une façon naturelle en fait. Et je trouve ça plutôt bien. Ouais, je suis d'accord. Je pense que il y a toujours des gens pour réveiller un peu les consciences et c'est beau de voir qu'actuellement c'est parfois des jeunes, enfin très jeunes, qui viennent, voilà, qui viennent ben, nous montrer une autre voie tout simplement. Voilà. Ou une autre voie en tout cas, une autre exploration des choses. Bon, mais super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Peut-être une dernière question rapidement. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ce que tu fais actuellement, du coup? Ouais.
Alors, ce que je faisais avant, alors là, il va y avoir un gros blanc, les gens vont. Ah J'étais ouais? prof d'allemand Sauf avant. si c'est pas judicieux, Non, je non, sais pas. c'est ok. J'étais prof d'allemand avant, en fait. Ok. J'ai été passionnée de culture allemande et j'ai noué des liens très, très forts avec les Allemands. Alors ça aussi, on pourrait parler de réparation du transgénérationnel parce que moi, mon grand-père, il était résistant. Mhm. Au début, il n'a pas très bien pris ça, forcément. Il avait encore ce souvenir-là, mais je pense que je suis venue réparer les liens, ou j'y ai contribué en tout cas, sachant que je suis normande. Donc en Normandie, c'est pareil, les traces Oui, de d'une la guerre période de, sont importantes. Les cicatrices, on peut dire, de de la guerre cicatrice. Ouais. sont visibles un peu partout en Normandie. Il y a énormément de villages qui ont été bombardés et détruits ou en partie détruits. Et du coup, bah, voilà, moi je suis venue réparer en fait, tiens, c'est encore ce mot quelque part, réconcilier voilà, quelque part deux peuples ou deux origines au travers de mes expériences personnelles et familiales. Et, euh, et donc voilà, j'ai enseigné l'allemand. Je te disais que j'étais jardinière d'enfants. En fait, j'ai beaucoup douté de l'éducation nationale progressivement. Ça m'a amené vers la pédagogie Steiner-Waldorf, qui pour moi est une pédagogie qui fait complètement sens voilà, dans le respect de l'être humain et du vivant. Et puis bah, alors que j'étais en plein questionnement, que je faisais des stages dans des jardins d'enfants Steiner-Waldorf, bah, je suis tombée enceinte. Et bah, la suite, voilà, vous l'avez compris, ou tu l'as compris en tout cas, c'est que j'ai accouché par césarienne et que c'est venu complètement bouleverser mon système. J'ai ruminé ça pendant, et ça ouais, c'est important d'en parler parce que ça vient parler aussi de ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai ruminé ça pendant des mois et des mois et j'ai commencé à en sortir en allant, eh ben, en allant regarder ce qui se passait à l'intérieur, en allant écouter, en allant faire ce travail d'harmonisation globale des cicatrices et en me formant. Et du coup, cette césarienne, bah, elle est venue. Est-ce que je travaillais déjà sur moi à l'époque? Oui, je travaillais déjà un peu sur moi quand même, mais elle est venue m'obliger à aller voir certaines blessures, et il y en a encore, et je me suis pas occupée de tout, et ce sera pas possible. Il faudrait une vie pour faire ça, et j'ai envie de vivre aussi à côté. Mais voilà, ce vécu-là est venu me dire qu'il y avait du soin à poser sur ce que j'avais vécu et que je pouvais aussi accompagner d'autres personnes à venir mettre du soin sur ces espaces qui sont blessés. Hmm. Ok. Passionnant, du coup. C'est vraiment ouais, c'est une belle histoire, en fait. Enfin, à travers notre vécu, on en vient à s'intéresser, du coup, à différents sujets. Et potentiellement, de là naissent des vocations aussi intéressantes. Mm. Oui, oui, sachant que la césarienne, moi, je savais pas vraiment trop ce que c'était et j'avais pas forcément, ouais, je m'y serais pas intéressée, on peut le dire. Alors là, Ouais. j'ai plus beaucoup de batterie, je te préviens. De toute façon, après, je pense qu'on a fait un gros tour déjà pour ce premier épisode, je pense, Ouais, d'une heure 10. Ben, je te remercie énormément pour cet échange. Si tu veux ajouter quelque chose pour terminer, je te laisse la parole. Sinon, on peut arrêter là. Et puis, pour ceux qui nous suivent, du coup, que ce soit sur YouTube ou en podcast audio, à très vite pour un prochain épisode ou sur une continuité de la thématique ou un autre sujet. Merci à tous et à bientôt. Et merci à toi, Aurélie, pour ce merci magnifique à toi, échange. Jean-Baptiste. Belle journée. Belle journée à toi. Merci.